Bonjour Madame Minacci, Tony Rébus, 100% ultramarin, je viens pour le reportage sur le mur des noms. Mais enchanté, Monsieur Rébus, mais on va rentrer et puis travailler ensemble. D'accord, je vous suis. Alors, je suis Danielle Minacci, née en 1964, fille de Victor et d'Antoinette, et petite fille de Léonce Minacci, Cajou Minacci, petite fille de Félix Govindet et de Jeannette Ramfalois. Je suis descendante d'engagés indiens. Passionnée de ce que je fais, donc je fais de la généalogie, je fais autre chose aussi, mais bon, ma passion première reste quand même la généalogie. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous investir dans la mémoire des engagés indiens? Depuis petite, je m'intéresse aux autres. J'ai toujours été... j'ai toujours été avide de savoir qui était qui faisait partie de quoi. J'habitais avec mes grands-parents, donc c'était facile d'avoir les informations. Ils connaissaient tout le quartier, tout le monde venait donc dans notre épicerie, donc on était vraiment au cœur du quartier. Et je voyais passer toutes ces personnes, les personnes âgées. Et quand je suis allée à l'école, dans ces grandes familles, souvent de familles nombreuses, il y avait toujours un des enfants qui était en classe avec moi. Donc je connais à peu près toutes les familles de mon quartier. Il n'y a pas que des Indiens, mais je connais toutes les familles de mon quartier, que ce soit des Guadeloupéens d'origine africaine ou des Guadeloupéens d'origine indienne. En grandissant, toutes ces données sont restées dans ma tête. Et dans un petit coin, je dirais. Et un jour, j'avais déjà plus de 20 ans, j'avais presque peut-être 25 ans, l'informatique battait son plein et mon mari, à l'époque, m'a offert un logiciel de généalogie. Donc j'ai commencé à le remplir avec ma famille d'abord, ma famille proche, mes cousins et les familles de mes cousins, puisque nous avons chacun un père et une mère, qui ne sont pas les mêmes pour les cousins, donc on a effectivement une branche commune, mais les autres branches sont des branches personnelles, donc par leur mère ou par leur père. Donc comme moi je connaissais tout le monde, j'ai toujours été, comment on va dire ça, curieuse. Je connaissais même les dates de naissance des gens, de tout le monde, de toute la famille. On me prenait comme référence pour connaître l'anniversaire du cousin, machin. Et donc, en définitive, j'ai fait cette généalogie pour la famille un peu élargie. Et je l'ai présentée un jour dans une réunion familiale avec mes parents, mes oncles et tantes. Donc, je leur ai présenté le travail. Ça leur a plu parce qu'ils étaient là tous intéressés à me poser des questions. Ah bon, mais comment tu as trouvé ça? Ah, c'est bien. Ah, mais ces gens-là, c'est notre famille aussi. Donc, ça encourage quand on vous pose des questions. Vous êtes motivés. Et j'ai continué. Puis j'ai laissé de côté parce que j'habitais à l'époque en Guyane et je n'étais pas en Guadeloupe pour continuer les recherches comme je voulais. Mais chaque fois que je venais en vacances, j'allais voir quelqu'un, une personne âgée, qui me donnait des détails. Donc, il y avait mon cousin Roger Narayan Sami à l'époque qui était encore là et qui, lui, m'a donné pas mal d'informations, sa femme aussi. Et ces personnes-là m'ont finalement convaincu que je faisais un bon travail, puisque c'était un travail qui allait rester un peu dans les mémoires. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait le tour de la question. Donc, j'ai arrêté avec cette généalogie. Et puis, j'ai acheté un quid. Un quid, à l'époque, ça se vendait sous forme de gros livres. C'était comme une encyclopédie. Écrit très, très petit. Les pages étaient très fines, comme du papier à cigarette, hein, pratiquement. Et dedans, il y avait l'histoire du monde, pratiquement de tous les pays du monde. Et je regardais ça, j'ai trouvé des généalogies, enfin pas des généalogies, ça relatait l'histoire des pays, donc comment les rois avaient construit la France, l'Europe, etc. Et puis je me suis dit, mais c'est génial, donc j'ai un logiciel, je vais tout reconstruire comme ça, pour essayer de voir comment toutes ces familles liées entre elles ont pu conquérir l'Europe, quoi. Ça m'intéressait.
Donc j'ai fait une généalogie de la noblesse européenne qui contient aujourd'hui 60 000 personnes. Je n'ai pas continué avec tous les nouveau-nés. J'ai arrêté sur ça il y a une dizaine d'années déjà. Mais pendant presque toute ma vie, ça a occupé mon temps, on va dire. Mes enfants même étaient un peu agacés de voir que je passais beaucoup de temps sur ça. Mais bon, c'était ma passion, c'était mon occupation. Et en revenant en Guadeloupe, en 2018, j'ai un petit cousin qui m'aborde, qui me dit qu'il veut continuer la généalogie de sa famille, donc du côté Govindin, puisque nous avons une branche Govindin, une branche Minachi, et qu'il voudrait des informations. Donc je l'ai invité, je dis ben viens, on va travailler ensemble dessus, il n'y a pas de problème. Et finalement, on s'est pris au jeu et on a commencé à compléter nos données, parce que comme il est plus jeune que moi, il avait accès à tous les enfants de Cambrefort, qui est donc le quartier des Govindins, et il avait bien plus d'informations que moi, puisqu'il était en permanence en recherche. Et on a continué, on a fait une conférence, et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande, puisque pendant la conférence, les gens étaient là, ils me posaient plein de questions, ils voulaient tous se voir s'ils étaient dans la base, mais je n'avais pas encore vraiment construit tout. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais m'attaquer à ça. Et c'est comme ça qu'en 2018, donc ça fait 7 ans, que je construis cette base sur les Indiens de la Guadeloupe. D'abord Capesterre, et ayant terminé Capesterre, je me suis attaquée au reste, c'est-à-dire aux autres communes. Alors, pourquoi était-il si important pour vous de créer ce mur des noms? Alors, l'idée du mur des noms, ce n'est pas moi qui l'ai eu, hein, c'est mon maire Jean-Philippe Courtois qui a voulu faire le mur des noms des descendants d'esclaves, puisque le mur a été inauguré l'année dernière sur la place au bourg, là, dans le bourg de Capesterre, et on avait prévu donc de faire le même mur pour les Indiens. Sauf que nous ne l'avons pas inauguré puisqu'on attendait un moment plus propice. Et cette année, la date, elle est choisie, donc ça sera le 25. Et il m'a demandé donc de lui fournir la liste, donc ce que j'ai préparé et ce que je voudrais aussi que les autres communes proposent. Alors, sur le travail de recherche, comment avez-vous procédé pour retrouver et répertorier les noms des engagés indiens qui sont aujourd'hui gravés sur ce mur? Ah ben c'est un travail de fourmi, hein. Il faut faire ça méthodiquement. Alors, je suis une personne assez méthodique, hein, il faut dire, puisque j'aime faire des cases. Tout est répertorié dans des cases. Et quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit qu'il faut que je fasse ça avec méthode. Donc, on était en 2018, donc j'ai commencé un peu à aller dans les mairies, donc à consulter ce qu'on pouvait me donner comme information, donc d'abord aux archives, on va dire, hein, puisqu'il y a eu les archives avant d'aller dans les mairies. Donc les archives, mais les archives à l'époque c'était des microfilms, c'était difficile, très difficile comment dirais-je, de déchiffrer. Donc ça me plaisait pas beaucoup de le faire. Donc je voulais vraiment des registres. Et chance pour moi, pendant le Covid, un homme qui est donc les archives nationales de l'outre-mer a numérisé tous les registres qu'ils avaient sur l'état civil de la Guadeloupe de 1830 jusqu'à 1907. Alors pourquoi 1907? Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y avait plus personne après pour faire les autres années, mais ça s'arrête en 1907. Donc ce travail-là, je l'ai entamé avec un homme, en consultant commune par commune, année par année, fiche par fiche, en tournant les pages et en repérant chaque acte où il y avait un Indien, un nom indien. C'est assez facile à repérer parce qu'il y avait des numéros, il y avait des sonorités différentes. Donc on repérait très vite un nom indien, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et dans ces registres, j'enregistrais la fiche, j'enregistrais les fiches et je les classais dans un logiciel. Donc après j'avais des fiches qui n'étaient reliées à personne, mais un jour ou l'autre, j'allais trouver une fiche à laquelle la relier. Donc j'avais une collection de fiches que j'ai mis en ordre et finalement ça m'a donné une base. Et j'ai continué, une fois que j'ai terminé les 50 années de travail sur les 32 communes de la Guadeloupe, sur les, comment on va dire ça, naissance, mariage, décès, donc ça fait quand même
beaucoup de registres, beaucoup d'années, beaucoup de personnes. Donc ça m'a donné la base. Mais après 1907, il y a toute une période qui n'est pas accessible. Donc de 1907 à 1945, je suis restée un peu dans le flou. Et petit à petit, ben, je l'ai construite en allant dans les communes, en reprenant le même travail. Donc je suis allée dans toute la Grande Terre, les mairies m'ont ouvert leurs portes, m'ont bien reçu pour me donner leur registre. Et j'ai fait la même chose, mais en tournant les pages, debout en tournant les pages. Et en photographiant, et en ramenant tout chez moi. Et le soir, ben, je travaillais dessus. Donc, il y a vraiment un travail colossal. Les personnes ne s'imaginent ce que c'est, mais c'est des heures et des heures et des heures de travail. Alors, combien d'années ça vous a pris? Combien de temps ça vous a pris? Je peux pas calculer. C'est incalculable. En termes de temps, je pense que c'est incalculable. Je ne peux pas déterminer le temps que ça m'a pris. Je sais que j'ai fait ça durant 7 ans, tous les jours, peut-être 4 à 5 heures par jour. Je n'ai toujours pas terminé d'ailleurs, puisque je continue à aller aux archives. Donc, il y a encore du boulot sur les communes de la Basse-Terre. J'ai fait la Grande Terre, mais il me manque encore le Nord Basse-Terre, donc Sainte-Rose. Je ne suis pas allée à Sainte-Rose. Je n'ai pas été à Saint-Claude, à Trois-Rivières. Il me manque Baïf, Gourbert. Enfin, il y a quand même encore du boulot, hein. Je me suis concentrée sur la Grande Terre, donc ça m'a permis de faire la base Grande Terre. Il manque Morne-à-l'eau quand même en Grande Terre, où il n'y a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Et donc, j'espère pouvoir terminer ça un jour. D'accord. Alors, est-ce que vous avez découvert des histoires ou anecdotes marquantes au fil de vos travaux? Concernant donc ces recherches, c'est vraiment du basique. Vous avez une fiche d'état civil qui vous donne une naissance. Donc, qui était là au moment de la naissance? Donc, quels sont les témoins? Les parents? Qui était pas le maire, mais l'officier d'état civil. Donc, il y a très peu d'informations. Il y a les informations que les gens ont bien voulu donner. Donc, on n'a pas d'anecdotes, on n'a pas d'histoire. Tout cela, ça se construit avec la famille lorsqu'on commence à faire un travail plus précis pour une famille. Par exemple, là, j'ai fait un travail pour Léo. On l'a présenté aujourd'hui, mais j'ai déjà travaillé pour plein de familles en Guadeloupe. Donc, j'ai fait les Golapcan, les Gigailles, enfin, les Yenga Dessins, enfin, j'ai un panel de familles qui m'ont contacté. Mais ce travail-là, il se fait en collaboration avec quelqu'un de la famille qui connaît bien l'histoire et qui connaît bien aussi toutes les personnes pour me dire que là, non, c'est pas l'enfant de celui-là, c'est l'enfant de celui-là. Et c'est ces entretiens-là qui font que nous pouvons construire une histoire et faire un récit de la famille. Alors, quelle est votre émotion aujourd'hui en voyant ce projet aboutir? Alors, ce projet, initié donc, comme j'ai dit, par le maire et moi, enfin moi plutôt en l'accompagnant, c'est un travail de reconnaissance. Je suis fière en fait qu'il ait trouvé ça intéressant, que d'ailleurs pas que lui, parce que maintenant la commune de Saint-Claude m'a contacté. Donc ça veut dire quand même que ça intéresse la population, ça intéresse les collectivités. Le Mémorial Actes aussi m'avait contacté à l'époque de l'ancienne directrice. Donc j'espère que ça pourra un jour se concrétiser avec eux pour qu'on ait aussi cette base faite pour le Mémorial Actes. Peut-être pas le même travail, mais en attendant de trouver de faire une discussion pour savoir ce qu'on voudra faire. Donc le fait que le maire fasse ce travail-là aujourd'hui et fasse cette commémoration, mais ça va réconcilier un peu la population aussi avec son histoire. Donc je suis fière de l'avoir fait et de le mettre à disposition parce que je peux pas le garder pour moi, ça n'a pas de sens. Donc c'est un travail qui retrace les ancêtres des personnes vivantes aujourd'hui à Capesterre. Donc là, chaque individu qui est né à Capesterre et qui vit encore à Capesterre pourra aller sur ce mur et voir le nom de ses ancêtres. Alors, il va pas tout savoir, puisque les noms des mères, elles ont disparu en cours de descendance, en cours de naissance. On porte le nom de nos pères, mais on ne porte pas le nom de nos mères. Donc, il faut connaître son histoire, il faut savoir que ta mère ou ta grand-mère s'appelait par exemple Marapin, comme j'ai dit tout à l'heure
à Léo. Donc, le nom Marapin a disparu, mais le nom Marapin va se retrouver sur ce mur, puisque c'est un nom d'une maman, d'une aïeule. Est-ce que vous pensez que les autorités locales doivent prendre plus d'initiatives pour ce type d'histoire, de valoriser l'histoire des engagés indiens? Aujourd'hui, beaucoup d'associations travaillent pour faire reconnaître un peu l'histoire des Indiens en Guadeloupe, l'histoire des engagés. C'est une histoire qui n'a pas été écrite, puisque ça ne faisait pas partie des livres d'histoire. Donc ce sont des personnes comme Senghara-Velou, comme Ernest Moutoussamy, comme Monsieur Kailachon. Je les remercie d'ailleurs, puisqu'ils m'ont beaucoup aidé, ces personnes-là, leurs travaux m'ont beaucoup inspiré. Donc ce sont des gens qui travaillent depuis bien longtemps avant moi. Donc moi j'arrive à la fin, on va dire, de tout ce travail-là pour synthétiser leurs recherches avec cette généalogie. Et les communes jouent le jeu aujourd'hui, je trouve, parce que plusieurs d'entre elles ont déjà fait ce qu'on appelle la pose de la plaque du premier Indien décédé dans leur commune. Donc récemment, il y a eu les Abîmes qui ont donc posé la plaque pour Mounouchi, la petite Mounouchi, qui est la première Indienne décédée en Guadeloupe. Pas des Abîmes, décédée en Guadeloupe, mais c'était dans la commune des Abîmes. Donc la commune des Abîmes a honoré cet enfant qui est né en Guadeloupe et morte assez jeune, on va dire bébé, et lui a fait sa plaque donc sur le monde de la mémoire aux Abîmes. Alors, si vous aviez un message à adresser aux Guadeloupéens aujourd'hui, quel serait-il? Mon message pour les Guadeloupéens, alors pour les Guadeloupéens en général, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire que nous sommes tous dans le même pays, nous avons des histoires différentes, mais nous devons savoir qui nous sommes. Nous ne venons pas tous du même endroit, nous avons nos spécificités, nos origines ethniques et aussi culturelles. Donc on transmet ce qu'on peut à nos enfants, chacun de son côté, mais la communauté indienne, par exemple, elle transmet à ses enfants, puisqu'en Grande Terre, sur le Moule Saint-François, beaucoup d'enfants font de la danse indienne, chantent les chansons tamoules, donc font partie des nadrons. Donc il y a des filles qui continuent à faire des spectacles. Il y a des cérémonies, il y a des commémorations. On a la maison qu'on vient de réinaugurer, puisqu'elle existait déjà, mais elle a changé de nom. Donc à Petit Canal, le centre culturel indo-guadeloupéen, qui a été rebaptisé. Donc toutes ces personnes œuvrent à faire perdurer dans les mémoires, mais de nos jeunes en tout cas, perdurer notre histoire dans les mémoires. Et il faut se dire aussi qu'un Guadeloupéen, même s'il n'a pas la trace physiquement de son origine indienne, peut avoir une ascendance indienne. Notre maire Jean-Philippe Courtois, qui est quand même un garçon métissé, hein, tel qu'on le voit, ben, il a une aïeule indienne. Donc chacun d'entre vous pourrait peut-être chercher, alors sauf si vous connaissez bien votre histoire et que vous savez qu'il n'y en a pas, mais souvent on a quand même une petite information. Donc c'est de chercher, de me contacter aussi si vous êtes bloqué dans votre recherche. Je suis là, je réponds à tout le monde en général. Je fais aussi des travaux plus compliqués, hein, on va dire des livrets avec vraiment toute une descendance de ces engagés. Donc c'est un travail plus conséquent, mais pour les petites recherches, on peut faire ça ensemble, aucun problème. Je m'appelle Léo Andy, descendant d'engagés indiens. Mon père c'était André Andy Dipopo. Et ma mère c'était Marie-Célestine Taïlémé Marapin. Et donc c'était des descendants presque directs de l'Inde. Ils étaient peut-être à 2 générations. Mais autant que je m'en souvienne, ils avaient les mœurs de l'époque de leur ascendance. Je vois encore ma mère avec sa robe longue jusqu'aux pieds. Et c'était ainsi que les femmes indiennes s'habillaient, comme je les revois maintenant, avec habillés comme pour
rester dans, comment on peut appeler ça, cacher pas leur nudité, mais cacher complètement leur corps. Je dis ça comme ça parce que toutes les femmes indiennes portaient jusqu'à un certain moment des robes très longues. Alors en fait, le terme d'engagé indien est devenu, s'est vulgarisé depuis peu de temps. Parce qu'à mon époque, quand j'étais jeune, pratiquement on n'en parlait pas. Je ne sais pas si c'était une gêne, si c'était un complexe qu'avaient les Indiens, mais on n'en parlait pas, on parlait très peu. Maintenant, il y a déjà maintenant quelques années, on a commencé, pour ainsi dire, à reconstituer les composants du peuple guadeloupéen. Et ainsi, les Indiens se sont manifestés, ils ont créé des associations pour pouvoir mettre en valeur la culture indo-guadeloupéenne. C'est ainsi que nous sommes rentrés dans la phase, si on peut dire, reconnaissance de l'origine indienne. Alors, il faut que je vous dise aussi que mes parents sont morts, sont décédés, j'étais très jeune. Et à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, on ne parlait pas tellement des racines, des origines indiennes. Pourquoi, je ne sais rien. Mais on n'en parlait pas tellement et moi, je n'ai pas grand souvenir de ce qui s'est passé avant, à l'arrivée des Indiens. Ce que je sais, c'est que j'ai des parents qui sont venus de l'Inde, mes grands-parents sont venus de l'Inde. Et donc, je dirais, j'éprouve une certaine fierté à dire ça parce que je suis allé en Inde, j'ai vu ce grand pays, ce beau pays, et je me suis dit, tiens, ça ressemble à la Guadeloupe. Ça ressemble un peu aux pays tropicaux. D'ailleurs, il y a une partie, parce que l'Inde est vaste, il y a une partie tropicale. J'ai revu les arbres qui sont pareils ici. On est allé dans l'Inde du Sud et on est monté dans l'Inde du Nord après. Donc, moi, j'ai un certain âge aujourd'hui, et quand j'étais jeune gosse, on n'en parlait pas. On disait, ah ouais, mais bon, si, on en parlait. Mais c'était pour sortir des colibés, par exemple, pour dire, nous rappeler, on est venu de l'Inde. Bon, ça c'est exceptionnel. Héritage culturel. Oui, bien sûr. Surtout au plan culinaire, au plan musical, au plan artistique aussi, parce qu'ils organisaient des danses indiennes, des chants, et au plan culinaire, évidemment, on sait que le plat, on dit national, c'est le colombo. Les parents et les Indiens ont toujours été très attachés à cette nourriture, à ce plat. Et donc, on ne mangeait pas ça seulement. Et c'était le plat de prédilection de tous les Indiens. Nous, on n'en mangeait pas tout le temps, mais quand même assez souvent. Surtout le colombo de cabri. Donc, c'était d'ailleurs, quand on dit héritage, oui, c'est un héritage, si on peut employer ce terme, national. Parce que tout le monde aujourd'hui estime que le colombo, c'est le repas du Guadeloupéen. Tu ne peux pas donner des Indo-Guadeloupéens seulement. Alors, pensez-vous que l'influence des engagés indiens est suffisamment valorisée en Guadeloupe? Donc là, on vient de le voir à travers le plat. Oui. Mais est-ce que vous avez d'autres exemples de valorisation? Oui, je pense quand même que, même si ça arrive un peu tardivement, mais ça arrive quand même. Et aujourd'hui en particulier, le peuple guadeloupéen s'est reconnu dans tous ses composants. Quand je dis le peuple guadeloupéen, je dis tout le monde. Indo-Guadeloupéens, descendants d'Africains, descendants d'Européens. Il y a cette masse qui est constituée et qui sait qu'il constitue le peuple guadeloupéen. Par conséquent, l'héritage, il y a un héritage commun venant de l'Inde, venant de l'Afrique, venant de l'Europe, venant des Amérindiens aussi qui nous ont apporté beaucoup. Moi, je me souviens, j'enseignais l'histoire et la géographie, et quand je parlais du peuplement de la Guadeloupe,
J'avais tendance à dire la constitution du peuple guadeloupéen s'est faite à partir des Africains, des Européens et des Asiatiques. Et je disais qu'il y a eu un apport Caraïbes, un apport. C'est après que j'ai vu que cet apport, c'était le premier apport. C'était le premier, les premiers occupants, les propriétaires véritables de la terre, c'était ce qu'on appelle les Kalinagos. Et donc, on peut dire aussi que quand on regarde le fonctionnement aux États-Unis, je vois que, par exemple, les Américains, en particulier le président actuel, qui parle de chasser tout le monde, mais il oublie une chose, c'est qu'il n'est pas propriétaire et héritier de la terre qu'on appelle les États-Unis. Et on le lui dit. Dans certains films de western, on l'a fait comprendre que c'était les Amérindiens, ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique qui étaient les véritables propriétaires. Et pourtant, ce sont eux qui ont été chassés, éliminés pour faire place aux Occidentaux. Par conséquent, je trouve que cette injustice, elle n'est pas réparée. Et ni même Obama, qu'on attendait en tant qu'homme de couleur, il n'a rien fait. C'est d'ailleurs maintenant, tout ce qu'on dit de lui démontre que ce n'était pas le meilleur. Donc, je pense que, dans un certain sens, il y a un héritage dont on doit tenir compte, c'est l'héritage asiatique indien, l'héritage africain, l'héritage, évidemment, il y a l'apport européen, on ne peut pas dire, mais par-dessus tout, il y a l'héritage des Kalinagos et des Amérindiens qui étaient là, qui ont été les véritables propriétaires des terres. Et ce qui me gêne, c'est qu'aux États-Unis, on ne le dit pas assez. Alors, comment avez-vous réagi en découvrant ce projet, le mur des noms? J'ai pensé que je n'ai pas été invité à la constitution de ce mur, et donc j'en ai entendu parler. Et je pense que c'est une bonne chose, que tout ce qui peut remettre en valeur l'héritage de nos aïeux est bien. Et je pense que, pour ne pas le dire devant elle parce qu'elle est là, je pense que Daniel a fait un travail immense de recherche et qui fait qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir bénéficier de ce travail de mémoire qu'elle a fait et voir un peu sur ce mur des noms que je ne dirais pas qu'on attendait, mais qui va nous réjouir, dans un certain sens. Alors justement, quel est le sentiment qui vous traverse, justement, en sachant que le nom de votre famille sera inscrit? Alors, je ne sais pas si le nom est inscrit, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est Daniel qui me dira. Et c'est j'allais dire une fierté, mais c'est un moment de, comment on peut appeler ça, c'est un souvenir heureux, en même temps angoissant, et qui est très bien, qui est apaisant. On se sent réellement appartenir à cette terre, parce que nos ancêtres sont venus, et grâce à eux, nous sommes là. Et pensez-vous que cette initiative va encourager d'autres descendants à explorer leur généalogie? Ah, mais c'est une chose, c'est un exemple à suivre. Je pense que l'exemple que Daniel a créé à Capesterre devrait être suivi par toutes les collectivités guadeloupéennes afin qu'ils aient aussi leur mur. Parce que c'est pas une question de créer un sens de petits groupes de sociétés ou petits groupes ethniques. Non. C'est normal que l'on puisse se reconnaître dans le groupe auquel on appartient. Et je pense que dans chaque collectivité, on devrait se retrouver comme ça avec un mur, avec le nom des descendants qui sont arrivés dans ces communes. Alors, quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes Guadeloupéens sur cet héritage? Alors, ils doivent être toujours reconnaissants de ceux qui sont arrivés et qui leur ont permis de bénéficier de cette terre guadeloupéenne et de jamais oublier que ceux qui sont venus, qui sont arrivés, ont souffert immensément.
depuis le départ, durant la traversée, à leur arrivée, durant la colonisation, et par conséquent, et pour que nous soyons là aujourd'hui libres, heureux de vivre sur cette terre, il leur a fallu faire face à toutes les incertitudes, j'allais dire les misères, mais à toutes les souffrances, si on peut dire, et ce qui nous a permis d'être aujourd'hui heureux de cette terre, de cette île d'Émeraude. Alors, selon vous, quelles actions pourraient être mises en place pour mieux sensibiliser la population à l'histoire des engagés indiens? Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ne jamais arrêter de parler et toujours faire passer le thème de la résilience, le thème des souffrances qu'ont enduré nos aïeux, et aussi leur dire à ceux qui sont là et qui viendront demain que si nous sommes là, c'est à partir de ceux qui ont souffert et qui nous ont permis, évidemment, de bénéficier de tout ce que nous avons aujourd'hui. En un mot, ne jamais oublier. Il faut se souvenir et toujours. Et qui peut le faire, c'est nous. On ne peut pas laisser passer, laisser disparaître ces souvenirs et ce passé sans le transmettre. D'accord. Alors, est-ce que vous auriez souhaité d'autres formes, à part le mur des noms? Est-ce qu'il y a d'autres formes de reconnaissance qui pourraient être établies? Je pense que le mur, c'est une chose qui est durable, indélébile, il est là, il ne bouge pas. Peut-être c'est Daniel qui sait s'il y a d'autres choses à ajouter à ces murs. Et je pense que c'est la partie, disons, solide. Et reste maintenant la transmission verbale et orale. C'est ce qui peut permettre à d'autres générations de connaître. Parce qu'en fait, le temps fait disparaître tout. Comme disait Victor Hugo, le temps qui sur tout homme jette une ombre toujours plus sombre. Et si on laisse passer le temps sans transmettre, bien ceux qui viendront demain ne connaîtront rien. Et par conséquent, nous devons toujours nous attacher à cette transmission. Alors, Daniel, tu as travaillé beaucoup sur la généalogie des noms. Et moi, est-ce que je suis là-dedans? Ah, ben bien entendu. Tu es capestérien déjà, tu es indien. Ouais. Donc, tu fais partie de ces descendants d'engagés qui sont arrivés donc, au 19e siècle. Et donc, j'ai retracé évidemment ta part, hein, puisque comme tu étais mon invité, j'ai pris le temps quand même de te faire un petit livret pour te l'offrir. Merci. Et tu verras dans ce livret que je retraçais toute ton ascendance. Donc, tu es Léo Gerville André, excuse-moi, Andy, fils de André Dipopo Andy, ouais, et de Marie-Célestine Taillemin dit Titine Marapin. ouais. Alors, juste entre parenthèses, je te dirais que Marapin, c'est un nom qui n'existe plus, qui a disparu, puisque l'aïeule, elle n'a eu que des filles. Et elle a eu un garçon qui aurait pu s'appeler Marapin, qui était mon grand-père, Félix. Mais malheureusement, Félix, son père, M. Marapin, est mort, alors il est posthume, en fait, il est né posthume. Et c'est le nouveau mari de sa mère, M. Govindin, donc le mari de ta grand-mère, qui l'a reconnu. Et qui a donc donné le nom de Govindin à Félix, alors que Félix aurait dû s'appeler Marapin, en fait. Ouais. Donc le nom a disparu. Et les filles se sont mariées, certaines d'entre elles sont mortes, mais celles qui se sont mariées ont changé de nom et on va les retrouver après sur la généalogie, avec leurs descendants aussi. Donc on peut remonter aussi à la 3e génération, on voit que Valtillon, Andy et Jeannette Coupant, c'était les parents de Popo, et que Ramé-Sami Marapin et Marie-Amélie Mardaille Mignet, c'était les parents de ton aïeul Marapin. Et on continue comme ça jusqu'à la 4e génération. Après, on arrive à la 4e génération. Et là, on est déjà sur les Indiens qui sont arrivés. Donc, tu es de la 4e génération, toi.
tes enfants sont de la 5e génération. Ouais. Donc la 4e génération en montant, qui est donc la première en arrivant, c'est Andy avec son numéro 19 866 et sa femme Tayalé 19 869. Les numéros là, déjà nous disent qu'ils ont à peu près des numéros qui sont proches. Donc ils sont arrivés par le même bateau. Ils ont dû certainement arriver ensemble depuis l'Inde ou alors se connaître sur le bateau. Ça peut être ça aussi. Donc ils sont nés en Inde, ils sont arrivés, ils ont fondé leur famille, donc ils ont eu 6 enfants, Valtilion, donc le tien, Souriant Andy, Colline Develo Andy, Pajaniaye Andy, Tevama Sylvanie Andy et Marie Paloudi Souriant, parce que comme elle est née en 1883, je crois qu'il était, alors dans mon analyse, je pense qu'il était malade parce que certains de ses enfants n'ont pas été reconnus souriants. Et ceux qui ont été reconnus n'ont pas été reconnus Andy. Ils ont gardé le nom de leur mère, souriant. Et ceux qui s'appellent Andy, quand on les regarde, ils sont nés souriants. Mais après, il y a eu une reconnaissance pour les faire porter Andy. Donc les 2 derniers n'ont pas été reconnus par leur papa. Mais ce sont ses enfants quand même. De l'autre côté, du côté Coupant, puisque tu as une famille Coupant, on a Coupant, fils d'Oran, qui est né en Inde, avec Mardaï, et ils ont 8 enfants, qui sont donc les Coupants de Capesterre, qui sont à Brest, toujours, qui sont toujours là. Et le dernier, alors celui-là, il reste avec le nom de Mardaï, parce qu'il a dû soit ne pas être reconnu, soit mort-né un peu à la naissance, enfin, petit. Et une autre génération au-delà de Mardaï, elle est née en Inde. Donc on a Marapin et Taïlamé qui sont les parents donc de ton aïeul Marapin, donc Marie-Amélie, non pas Marie-Amélie, de Ramé-Sami. Donc Ramé-Sami et Taïlamé sont les parents. Marapin et Taïlamé sont les parents de Ramé-Sami. Voilà. Ouais. Donc tout est noté. Tu vois, leur fils c'est Ramé-Sami et Ramé-Sami c'est ton aïeul. Donc tout est noté. Je retiens pas tout parce que je me perds un peu quand j'explique comme ça. Mais tout a été bien répertorié pour que tu te retrouves. Et même à la fin, je t'ai fait un dessin. Donc un dessin qui part de toi, André et Marie-Célestine Marapin. Chez André, on a Valtilion Andy, Jeannette Coupant. Chez Marie-Célestine, on a Ramé-Sami Marapin et Marie-Amélie Mardaï Mignet, dont on a parlé. Et ainsi de suite. Et donc, on arrive sur les 8. Donc, tu pars de toi, tu en as 2. Après, tu en as 4. Et tu en as 8. Et si on a une information sur ceux qui étaient en Inde, on les rajoute en plus. Mais moi, j'ai pas beaucoup d'informations, mis à part leur nom. Ouais. Puisque, il faut savoir qu'en Inde, les gens n'avaient pas un nom, un prénom à l'époque. Ils n'avaient qu'un seul nom, un titre, un patronyme. Et quand on parle de ceux qui arrivent ici, quand ils arrivent avec leur numéro, ils n'ont toujours pas de nom non plus. Et on les appelle, par exemple, Andy, fils de Souriant. Donc on sait que le Andy qui est venu, son père c'était Souriant. Donc c'est comme ça que moi j'ai le nom d'une génération au-dessus, mais sans beaucoup de détails. D'accord. Et malheureusement après, je peux pas aller au-delà de ça parce que on n'a pas de registre en Inde qui pourrait nous renseigner. Les numéros étaient donnés au moment de l'engagement, donc c'est pas l'Inde qui a gardé ces registres-là. Les registres ont disparu, donc il n'y a pas beaucoup d'infos. C'est un peu comme l'histoire des descendants d'esclaves aussi, hein. Au-delà de 1848, sur les registres des nouveaux libres, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc nous, notre histoire, on va dire qu'elle commence, mais avec ces ancêtres qui sont arrivés. Ah ben voilà, je suis très heureux de faire cette découverte. Et comment te remercier? Eh bien, te dire merci. Oui. Et puis continue ce travail. Et je pense que sur toute la Guadeloupe, peut-être, ça pourra se faire. J'espère. Parce que tu es une chercheuse, tu es, comment dirais-je? Je suis une passionnée.
C'est surtout ça. Je suis Exactement. une passionnée par ce que je fais. Dans la généalogie. Mais moi, ce que je vois là et ce que tu m'as lu me permet de dire que c'est un travail fou pour faire ça, pour réaliser ça. Même si tu as trouvé les registres, mais pour les classer à part, là, là. Eh bien, bravo à Daniel et merci encore. Mais je te remercie en tout cas d'avoir participé à cette petite pastille d'émission avec moi, puisque D'accord. je voulais vraiment quelqu'un qui comprend en fait tout le travail, qui est capable aussi d'exprimer ses émotions. Et donc voilà, je suis contente d'avoir eu cet entretien-là avec toi. Alors, tes enfants aussi pourront en bénéficier, puisque c'est leur ascendance. Il n'y a pas la partie de leur maman, mais il y a toute la partie de leur papa. Voilà. D'accord. Ouais. Et je te remercie. Ben, c'est moi, Daniel. Alors, quel est le prochain défi que vous souhaitez relever avec l'association Héritage 97 ans? Héritage 971, c'est une micro-entreprise que j'ai créée pour pouvoir travailler pour les collectivités et même pour les personnes. Donc, c'est une petite structure où je suis seule, puisque je n'ai pas d'associé. J'ai un mécène, effectivement, j'ai un mécène qui m'a aidé, qui m'a aidé à créer mon site, puisque j'ai un site internet. Donc, c'est le seul financement que j'ai eu, puisque je n'ai pas réclamé, hein, je ne suis pas allée demander je n'ai été voir personne pour demander des financements. Mais je peux quand même dire que le travail que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour de l'argent, je l'ai fait pour moi, pour vous. Donc, la suite d'Héritage 971, j'espère que ça sera dans le futur peut-être une société plus florissante, avec peut-être des gens qui vont me rejoindre. Donc, il n'y a pas la porte est ouverte. Bienvenue à cette inauguration, bienvenue à ce moment historique et important, ici dans la ville de Cap-Haïtien et dans la communauté indo-guadeloupéenne. Et pour commencer la manifestation, je vais appeler Madame Linachi. Mesdames et messieurs, chers élus, chers descendants, chers amis, c'est avec une émotion profonde que nous sommes ici aujourd'hui, devant ce mémorial des engagés, érigé à la mémoire des premiers Indiens arrivés en Guadeloupe il y a 170 ans. Un haut lieu de mémoire à Cap-Escarbello, entre reconnaissance et unité, au cœur d'un espace chargé d'émotions et d'histoire. Ce lieu, né de la volonté collective de préserver la mémoire, est aujourd'hui l'un des symboles les plus forts de l'héritage indo-guadeloupéen. Au centre de cet espace trône un lotus majestueux, offert par le gouvernement indien comme un signe de reconnaissance et de lien indéfectible entre l'Inde et ses descendants établis en Guadeloupe. Fleur sacrée, le lotus évoque la pureté, la renaissance, la persévérance et la sagesse, des valeurs profondément enracinées dans le parcours des engagés. Ce mémorial des engagés, entièrement financé par des dons privés, témoigne d'un engagement citoyen, d'un élan de mémoire porté par les familles, les associations et tous ceux qui refusent l'oubli. Il honore non seulement ceux qui sont arrivés dans les cales des bateaux à partir de 1854, mais aussi toutes les générations qui ont suivi et qui ont bâti, transmis et enrichi la Guadeloupéenne. Aujourd'hui, ce site prend une dimension nouvelle avec le mur des noms, où chaque engagé se voit enfin rendu visible, nommé, reconnu. Ce mur vient compléter le mémorial existant et le transforme en un véritable sanctuaire de la mémoire, un lieu de pèlerinage, de transmission et de paix.
À Capesterre-Belle-Eau, passé et présent se rejoignent. Ici, l'histoire ne s'efface pas. Elle se grave dans la pierre, dans la terre et dans les cœurs. Ici, les descendants retrouvent leurs racines et la Guadeloupe célèbre son unité dans la diversité. Ce mur est bien plus qu'une structure de pierre. Il est une parole rendue à ceux qu'on avait rendus muets. Il est la matérialisation d'une mémoire longtemps enfouie, aujourd'hui portée à la lumière avec dignité et fierté. Chaque nom inscrit ici raconte une histoire, celle d'un homme ou d'une femme ayant quitté son village, sa famille, sa langue, pour une traversée incertaine vers une terre inconnue. Ce n'était pas un départ libre, mais une nécessité, souvent dictée par la misère et les promesses floues d'un avenir meilleur. À travers eux, nous honorons la force, la résilience et la foi d'un peuple qui, malgré les épreuves, a su s'enraciner ici, transmettre ses valeurs, sa culture, sa spiritualité et contribuer pleinement à la richesse de la société guadeloupéenne. Ce mur est le premier pas d'un grand chemin de reconnaissance. Le travail n'est pas terminé, il reste encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, c'est 469 noms d'ancêtres, mais nous réservons une place pour chacun des 44 553 engagés ayant posé le pied sur cette terre de Guadeloupe, de 1854 à 1889. Nous invitons les autres communes à nous rejoindre dans cette démarche mémorielle. Lamentin, Saint-Croix, Bémao, Petit-Bourg, Saint-Claude, Baïs, Vieux-Habitants, Trois-Rivières, Le Moule, Saint-François, Sainte-Anne, Petit-Canal, Port-Louis, Pointe-à-Pitre et les Abîmes, et toutes les autres, sans oublier Marie-Galante. Notre ambition est claire, faire de ce lieu un espace de mémoire à l'échelle de toute la Guadeloupe, un lieu de recueillement, de transmission, un véritable lieu de pèlerinage où chacun pourra venir honorer ses ancêtres, retracer son histoire et célébrer l'héritage indien dans toute sa richesse. Ce projet est celui de l'unité dans la mémoire, de la réconciliation avec notre passé et de la construction d'un avenir plus lucide, plus juste, plus enraciné. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce mémorial. Michel Narayan-Sami pour sa ténacité, Michel Jassavant pour son implication culturelle et religieuse, le Gopio, l'architecte Sylvain Minacci et son équipe, l'ingénieur Frédéric Sitcharm, l'entrepreneur Michel de la Clémendière, les historiens, les chercheurs, les associations culturelles, les descendants d'engagés, les institutions publiques et tous les généraux donateurs dont les noms figurent sur la plaque derrière moi. Je remercie particulièrement Joël Beaugenre, maire de la ville à l'époque et sa municipalité, d'avoir mis à disposition ce site emblématique, incontournable, en entrée de ville. Je remercie notre maire Jean-Philippe Courtois de donner une envergure à ce mémorial avec ce projet complémentaire. Grâce à eux, grâce à vous, grâce à nous, la Guadeloupe regarde son histoire en face, avec courage et fierté. Et à nos aïeux, dont les noms vibrent désormais sur ce mur, nous vous disons merci. Merci pour votre force, pour votre sacrifice, pour votre semence d'espoir. Que ce mur devienne un phare de mémoire pour les générations futures. Je vous remercie. Merci Daniel, merci pour ce vibrant témoignage. Nous allons accueillir et entendre le discours de celui qui nous invite aujourd'hui, celui qui nous a réunis. Nous allons appeler M. Jean-Philippe Courtois. Sous vos applaudissements. Monsieur le maire, merci de nous accueillir, de nous réunir. Et la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Monsieur le député maire, cher Léo, merci de ta présence, comme d'habitude. Ma chère Daniel, en ta qualité, donc ta double casquette aujourd'hui, présidente d'Héritage 971, mais aussi de conseillère départementale représentant donc, le président Guy Losbord, le conseil municipal de Capesterre-Belle-Eau.
à nos reines de beauté, nos miss qui sont ici présentes. Merci. Merci à nos amis du Temple hindou qui nous ont fait aussi l'honneur de leur présence ce matin et surtout de cette belle cérémonie. Merci à Om Shanti, merci au comité Arvisida Barom, merci aux amis de l'Inde, merci à Kavian Smoudra, merci tout simplement à tous d'être présents avec nous pour ce moment culturel, mais surtout mémoriel aussi important. Permettez-moi, en premier lieu, avant que je ne rentre dans le cœur de mon discours, de vous souhaiter à vous, mesdames, une joyeuse fête des mères. Merci de nous offrir donc, ces quelques heures dans ce dimanche sacré, mais vous me permettrez du peu d'avoir une attention toute particulière pour ma maman, Nadia, qui est avec nous aujourd'hui. Un amour inconditionnel, un amour immuable, mais surtout un amour qui protège, un amour qui permet de se fortifier, de se forger ce caractère dont on a besoin par moment, qui fait l'homme que je suis aujourd'hui, celui qui a décidé donc de s'engager pour sa belle ville de Capesterre-Belle-Eau, qui a décidé d'œuvrer, de bâtir cette belle ville, de lui redonner tout son éclat. Vendredi, nous parlions de Capesterre-Belle-Eau, la Vaillante, et c'est en ce sens que cette génération qui nous incarne doit pouvoir reprendre le flambeau et surtout se tourner vers demain. Prendre ce bâton de pèlerin pour pouvoir continuer d'avancer, mais surtout garder à la main les outils nécessaires pour continuer à bâtir et à construire. Nous avons ce devoir de transmission, ce devoir de pouvoir nous rappeler qui nous sommes, quelle est notre identité. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, je m'appelle Courtois, et toi tu portes ce nom de famille? C'est qu'il y a bien eu une histoire, il y a bien eu un point de départ. L'an dernier, sur ce mur des noms, j'ai pu retrouver dessus Courtois Narcisse, qui a été le premier donc, des affranchis à porter ce nom de famille. Et au travers donc, des recherches qui ont été faites donc, par Daniel Minacci, dont je tiens à saluer donc, ce beau travail, j'ai pu aussi donc, retrouver Manjari, fille de Mourti, qui s'avère donc être l'aïeul de ma grand-mère Mirette. Et ça m'a aussi fait plaisir de pouvoir me retrouver sur ce coin de la table avec ma mère Nadia pour la voir maintenant sourire à chaque fois qu'elle a retrouvé les noms de cet arbre généalogique, donc lui permettant donc, de retrouver des oncles, des grands-oncles. C'est cela que nous avons voulu donc magnifier ce matin. Que chacun puisse se replonger dans son histoire, retrouver ses racines et nous inviter aussi à transmettre cette culture et cette part de nous-mêmes à la jeune génération. Il est vrai que quand Joël Boujang a envisagé donc, ce site, il ne l'a pas fait par hasard, à l'entrée du centre-ville, pour que ce soit visible de tous, mais surtout, vous le noterez, à côté d'une école, l'école de l'Eucurie. Et c'est aussi en ce sens que Daniel Minacci l'a dit, les travaux que nous avons initiés, donc depuis déjà 2023, pour retrouver les noms, pour asseoir ce beau mur pour que nous soyons le plus fidèles à l'histoire, n'est qu'un point d'étape, où nous avons effectivement, sur cette première tranche, les noms donc, des premiers affranchis capestériens, les premiers engagés arrivés à Capesterre-Belle-Eau. Et puis nous allons poursuivre d'ici à l'année prochaine et à l'année suivante à pouvoir présenter toutes celles et ceux qui sont arrivés sur ce bateau il y a maintenant 170 ans. Parce que nous voulons que Capesterre-Belle-Eau puisse être aussi ce porte-drapeau de l'histoire, celle qui a été la nôtre, celle qui a fait cette belle ville. Se rappeler aussi qu'il y a, et je le salue de sa présence, Jean-Yves Ramassamy, son papa, qui a été le premier à tenir donc une cérémonie ici à Capesterre-Belle-Eau. Ils auront été à l'initiative aussi de la création du temple hindou de Changi, le premier en Guadeloupe, le plus grand aujourd'hui en Guadeloupe. C'est ça notre patrimoine, celui que nous devons partager tous et celui qui doit nous unir. Et c'est dans cette optique que nous avons voulu depuis le début de notre mandature mettre en avant
le génie capestérien, ces grands hommes et ces grandes femmes qui ont fait Capesterre-Belle-Eau. Vous l'avez vu l'an dernier avec la stèle en mémoire d'Henri Sidabaron, Tanguy Souprayen, pour ne prendre que cela. Et nous voulons demain que Capesterre puisse présenter un parcours mémoriel, que celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait ici présents puissent passer d'une stèle à l'autre pour pouvoir retracer toute leur histoire. Que celles et ceux qui viendront nous visiter puissent savoir qu'en arrivant en Guadeloupe, s'il y a une ville qu'ils doivent visiter, c'est bien celle de Capesterre-Belle-Eau pour pouvoir retrouver une part de leur histoire, mais surtout cet héritage laissé à la jeune génération. Fabien l'a dit, il faut effectivement que nous puissions nous appuyer sur celles et ceux qui étaient là, qui ont construit, qui ont bâti, mais il faut surtout que notre génération accepte de relever maintenant les défis qui sont les siens. À nous de continuer d'être ces artisans d'une Capesterre-Belle-Eau debout, d'une Capesterre-Belle-Eau qui se rappelle, mais surtout de cette Capesterre-Belle-Eau qui se réinvente autour de cette ville nouvelle. Merci encore à tous de votre présence ce matin. Elle est forte pour nous en symbole et ensemble, nous allons continuer à avancer pour lui donner tout son sens et surtout qu'on se rappelle bien que Capesterre, c'est de toutes et que la Guadeloupe, c'est de toutes. Merci beaucoup. Je vais vous inviter maintenant à vous rapprocher pour qu'ensemble, nous puissions dévoiler le mieux des noms. Merci beaucoup. Alors l'inauguration du mur des noms aujourd'hui est un moment historique pour moi parce que c'est la première fois que nous faisons un tel travail de recherche. Nous avons jusqu'à présent fait des commémorations en honorant une personne, en honorant une date, mais avec une liste comme ça de tous les ancêtres. Alors une partie des ancêtres, je dirais, de la Guadeloupe, mais c'est les ancêtres de Capesterre qui sont là, ceux qui sont arrivés dans la commune de Capesterre et qui ont laissé une trace, qui sont encore, dont les descendants sont encore présents à Capesterre. Donc la liste, elle est bien plus longue que ça, puisqu'il y a eu peut-être 3 ou 4 fois plus d'engagés indiens à Capesterre, mais ils sont décédés soit jeunes, soit sans descendance. Donc ce mur-là, pour moi, a une valeur vraiment forte, puisque chacun pourra se retrouver dedans, retrouver son nom et continuer l'histoire. Donc la transmettre aussi à ses enfants, en disant, voilà, nous sommes arrivés, nous avions un nom, et aujourd'hui, nous sommes encore là. Le sentiment de devoir inachevé, pas accompli, parce qu'il est inachevé, je n'ai pas encore terminé. Là, nous avons commencé avec le mur de Capesterre, mais nous espérons aller au-delà et faire pour chaque commune de la Guadeloupe.